Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver chers amis. Pour débuter, j'aimerais rendre un hommage, encore une fois appuyé, au merveilleux Jean-Michel Apathy qui a dit une vérité, mais comme disait Guy Béard dans sa chanson, le premier qui dit la vérité sera exécuté. Eh bien, Jean-Michel Apathy, pour avoir dit une vérité historique, à savoir que des oradours sur glane commis par les Allemands en France, il y en a eu un paquet. En Algérie, le point culminant de ce massacre fut celui du mai 45, qui fut le plus grand pogrom de cette année du 8 mai 45. Et le fait d'avoir dit ça, eh bien, une chaîne épouvantable, sans aucun intérêt, RTL, a cru bon de mettre un terme au contrat qu'il a lié avec Jean-Michel Apathy. Il vaut mieux sortir avec les honneurs que se rouler dans la boue avec on va dire des négationnistes comme ça. Je reviendrai au sujet de Jean-Michel Apathy. Alors en ce moment, effectivement, c'est la guéguerre entre les prétendants à 2027 qui, n'ayant pas d'argument pour passer, par exemple, de la place Beauvau à l'Élysée, l'Élysée qui était l'ancienne demeure d'une gourgandine, autrement dit d'une femme tarifée, fut elle-même la maîtresse d'un roi, c'était la Pompadour, qui va s'installer là d'ailleurs, en face de la place Beauvau, là, à l'Élysée. Eh bien, c'est la guéguerre pour traverser et aller se réfugier, se la couler douce, vivre sur le compte de la princesse, dans les bras de Marianne, bien au chaud, pour pouvoir présider à l'avenir de la France avec des hommes du passé, parce que même si ce sont des hommes d'aujourd'hui, ils ont des idées complètement du passé et des idées dépassées. Et pour arriver en 2027, ils n'ont rien trouvé que de regarder derrière, regarder vers les accords de 68, qui, les accords de 68, légifèrent justement l'immigration, parce que s'ils n'étaient pas là, eh bien, on devrait se référer aux accords d'Évian, et les accords d'Évian, c'est la libre circulation, c'est un peu les accords de Schengen entre l'Algérie et la France. Donc ce type-là sont de parfaits ignorants, des illettrés sur le plan constitutionnel et législatif. Mais bon, ils postulent, ils sont en train de se dire les Français ne savent pas grand-chose, on va un petit peu tirer sur l'élastique du Front National, de la haine, en fait, du rabaissement intellectuel sur la philosophie du rejet de l'autre, le contraire de la lumière, du siècle des Lumières, pour les rabaisser, donc les manipuler. Donc la guéguerre continue. Alors dans la guéguerre intestine, vous savez, dans le bashing autour de l'Algérie aujourd'hui, il y a des opportunistes, 2027, comme ils n'ont pas trop d'arguments, alors ils reviennent là-dessus, ils ne savent rien de 68. 68, pour moi, ce sont d'abord pas les accords de 68, c'est le désaccord de mai 68, où les étudiants ont balancé du pavé un peu partout pour protester contre une France qui vieillissait selon eux. Ils n'ont pas vu, ces jeunes, qu'ils avaient un homme exceptionnel au pouvoir. Mais exceptionnel mais pas parfait, le général de Gaulle. Il y avait déjà un travail souterrain qui était fait, on va dire, pour faire très court, par la CIA, qui a motivé et qui a manipulé, notamment on peut le dire un Cohn-Bendit et 2-3 autres, pour être soi-disant l'étudiant un peu révolté qui représente sa jeunesse, alors qu'il était déjà dans les mains de certaines officines pour déstabiliser le pays. À cette époque-là, en 68, eh bien, il y avait un type formidable qui s'appelait le préfet Maurice Grimaud. Maurice Grimaud avait dit ceci: pas question, il avait dit ça à sa police, de tabasser, de blesser les jeunes, pas question de porter atteinte à leur intégrité physique. C'est rare d'entendre ça de la part d'un préfet, quand on sait ce que le préfet l'allemand, qui portait bien son nom d'ailleurs, monsieur le préfet, a fait tabasser, a fait se casser la gueule aux gilets jaunes avec des morts, des mutilés, etc., etc. Là, on avait une autre France qui prenait soin de sa jeunesse, et surtout un général de Gaulle qui avait interdit aussi donc de la brutaliser à l'époque. Autre mœurs, autre époque. De cela, nos prétendants à l'Élysée préfèrent ne pas en parler, évidemment. Ça pourrait être effectivement un peu une leçon d'histoire aussi, et de comportement aussi des pouvoirs publics à l'égard de la jeunesse. On préfère focaliser sur l'Algérie, etc. Il y a un fantasme d'une Algérie qui serait l'anti-France, qui serait le contraire des valeurs républicaines de la France. Enfin, voilà. Les rats se réfugient là où ils peuvent. J'aimais bien cette phrase, cette citation de Peter Ustinov. Peter Ustinov qui disait « Le nationalisme est le dernier refuge du scélérat ». Pas mal, hein.
Le nationalisme est le dernier refuge du scélérat. Eh bien, certains d'entre eux veulent se retourner vers un pseudo-nationalisme en disant l'Algérie. Donc, les tractations, les coups tordus se préparent un petit peu avec des coups de menton, avec des roulages de mécanique des uns et des autres pour porter le débat uniquement là-dessus. Beyrouth pour se défausser du crime terrible qu'il a caché sur les enfants à Beit Haram. Et puis, Rotaillot qui se voit déjà. Voilà. À l'hôtel de Madame de Pompadour en face, à l'Élysée, et plein d'autres prétendants qui ne disent pas leur nom, Édouard Philippe, l'inculte et l'illettré arriviste, comment s'appelle-t-il là, Bardella, et puis j'en passe, il y a Maréchal, il y a Zemmour, enfin, ils sont tellement nombreux au portillon à se débattre, un peu comme des gremlins pressés à se taper le gâteau. Alors pour un peu adoucir les mœurs, il y a la musique évidemment. Alors j'ai envie de vous raconter 2-3 anecdotes. Au passage, Monsieur Macron, Micron, c'était le dérivatif du Covid, trompette, qui a sifflé à la fin de la partie, dit vous vous calmez, je sais que vous voulez ma peau, enfin vous voulez à l'Élysée, et vous servez de tout, mais celui qui s'occupe de politique étrangère, celui qui peut dénoncer, remettre en question les accords 68, c'est moi, c'est pas vous. Donc, les caniches, à la niche, leur a-t-il dit. Très orgueilleux, Macron. Peut-être qu'il pense comme eux sur l'Algérie, mais bon, il est très orgueilleux, il veut pas qu'ils prennent toute la lumière. Il adore la lumière, Macron. Donc, pour revenir à des choses qui peuvent rassembler le pays, vous dire que quand Gainsbourg va reprendre la Marseillaise aux armes etc., ça va rendre dingue les légionnaires, etc. Mais finalement, il y en a un qui va la reprendre de façon beaucoup plus subtile, avec sa voix rauque, etc. Merveilleuse interprétation de la Marseillaise. C'est Rachita, le regretté Rachita, qui va la reprendre de façon, mais alors, écoutez, avec cette voix extraordinaire, cette espèce de tripe qui parle, qui nous vient du fin fond de la région lyonnaise où il a grandi, ou de la région nancéenne où il a grandi aussi, ou peut-être quelque part un héritage venu de l'Algérie natale de ses parents. Allez savoir, il interprète ça merveilleusement. Et alors, quand il chante aussi Douce France de Charles Trenet, avec l'accord et le soutien de Charles Trenet, il veut que cette chanson soit reprise par la jeunesse, eh bien, le groupe de Rachita s'appelle Carte de séjour. Tout un programme, quand on relit ça, la place Beauvau, l'Algérie, etc., tout un travail. À cet égard, place Beauvau, aussi, autre anecdote, c'est l'ancien résistant décédé aujourd'hui, c'est Bachir Boumaza, qui fut donc un membre important du FLN, de la zone française, entre autres, de la zone France, et qui va, en 58, se faire arrêter à Paris. Et il va être entraîné, arrêté par la DST, terriblement torturé. Bachir Boumaza qui a fait preuve d'un courage terrible. Et cette arrestation, il va la témoigner dans un livre qui s'appelle La gangrène. Et il a été édité aux éditions de Minuit par Jérôme Lindon. Ce livre, lorsqu'il sort, il est immédiatement interdit par les autorités françaises, mais aujourd'hui, vous pouvez le retrouver. La gangrène, c'est le témoignage donc de la prison et de la torture qu'a vécu Monsieur Bachir Boumaza, qui nous a quittés en 2009. Et alors, Monsieur Boumaza va arriver, lorsqu'il sera ministre du gouvernement de Monsieur Bouteflika ou de Chadli, j'ai plus bonne mémoire, et il va rendre visite à son homologue, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, qui est ministre de l'Intérieur. Allez, il le reçoit donc à l'hôtel de Beauvau, à la ministère de l'Intérieur, et il lui fait visiter parce que Jean-Pierre Chevènement a fait accrocher sur les murs les peintures de sa femme, qui est mariée avec une japonaise, je crois, une coréenne, et ce sont des peintures de nus, de femmes nues, etc. Bon, Monsieur Boumaza apprécie pas beaucoup, et Chevènement lui propose de lui faire visiter l'hôtel de Beauvau et les caves, et là, le regretté Boumaza dit non, c'est bon, les caves, je connais. Et vous savez pourquoi? J'ai été torturé dans vos caves, en 58, etc. Petite anecdote à ce sujet-là. Dans ce même, en 2005, toujours place Beauvau, c'est Sarkozy, vous savez, Monsieur Karcher, qui lui se trouve poursuivi par la justice. Pendant les émeutes de 2005, eh bien, il est au gouvernement de Villepin, et il y a aussi Azouz Begag, qui est aussi ministre de l'intégration ou de l'égalité. Et se passent ces manifestations de 2005. Il y a la mort tragique de Ziad Ebouna, ces deux jeunes enfants français qui seront électrocutés dans un transpo dans la région parisienne. Et il y a des émeutes qui éclatent et Sarkozy joue il éteint le feu, il rallume à la télévision, il est en train de travailler pour sa réélection. Comme ceux d'aujourd'hui travaillent pour 2027. Ces gens-là ne pensent qu'à eux. Ils disent servir la France, mais ils veulent d'abord se servir de la France. Quand on voit le dossier de Sarkozy, on comprend un peu tout ça. Et Sarkozy dit bien, écoute, pour aller dans les banlieues,
pour me protéger et puis montrer aux Français, puisque les caméras sont partout, pour porter le petit Sarkozy, l'homme à talonnettes. Je vais même servir d'Azouz Begag. Il discute place Bobo et Azouz Begag dit « Je suis d'accord d'aller avec vous pour calmer les émeutes, tenter de les calmer, mais je ne veux pas de caméra. » Parce que Begag a compris que Sarkozy veut instrumentaliser les émeutes et instrumentaliser Azouz Begag. Sarkozy va être foudrage, il va le faire sortir de la place Bobo, il va le quitter, il va le laisser là, et il y aura une rixe entre eux où Sarkozy lui dira « je vais te casser la gueule », etc., etc. Et quand Azouz Begag dénonce ça dans la presse, la vulgarité et la violence de Sarkozy va dire « c'est pas vrai », etc. Mais il va quand même menacer en permanence Azouz Begag et tenter de lui pourrir la vie. Deuxième petite anecdote au sujet donc de la place Bobo et de quelques Algériens. Si on reste dans la musique, eh bien la musique adoucissant les mœurs. J'aimerais vous parler d'un des plus grands compositeurs français qui s'appelait Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns tombe amoureux de l'Algérie. Et en 1873, il débarque en Algérie et il va y passer plusieurs années là-bas. Et comme c'est un musicien, il habite d'ailleurs à la Pointe Pescade à Alger, il va écrire la symphonie algérienne, qui est une œuvre monumentale, et c'est son amour qu'il dédie donc à cette Afrique du Nord, à cette Algérie notamment, où il va, en tant que musicien, ressentir, s'investir de la musique orientale, arabe, la musique berbère, et son inspiration de musique classique, et il va écrire cette symphonie et cette suite algérienne, je vous invite à la découvrir. Je veux dire par là, il y a beaucoup de liens qui nous unissent avec nous et la France. Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment encore. Je voulais en citer tout simplement quelques-uns de ces liens qui nous unissent pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, le meilleur c'est la musique, c'est les échanges culturels évidemment qui existent encore aujourd'hui. Le pire c'est les mensonges d'un Bardella ou d'une Marine Le Pen ou Marion Maréchal ou d'autres Olibrius, d'autres Trissotins, d'arrivistes qui disent que l'Algérie reçoit beaucoup d'argent de la France, que les Algériens viennent se soigner gratuitement en France et que la dette est colossale. Tout ça est complètement monté en sauce. Tout ça est totalement faux. Les journalistes qui entendent ça n'apportent jamais la contradiction. Il n'y a jamais de preuve. C'est déversé comme ça dans cette boue médiatique pour alimenter les tensions. Alors, si vous voulez savoir un petit peu, on voit le bouc émissaire algérien qui veut être là parce que l'histoire a fait qu'on a une histoire très très longue. Mais alors, les tensions comme ça, à des fins uniquement politiciennes, ce débat est politicien, économique aussi, mais pour savoir que derrière ça, il y a des officines, il y a des gens qui tirent un peu les ficelles, les marionnettistes qui sont derrière. Et pour en savoir un peu plus, je vous convie à découvrir un livre de Marc Andevel, superbe journaliste, Marc Andevel, qui s'appelle L'Emprise. Et L'Emprise, il a écrit 2 ou 3 livres sur Macron, on apprend des choses formidables sur comment son arrivée, son ascension a été orchestrée, par qui, comment. Mais on apprend aussi qu'il y a pas mal de gens en dessous, des formes de barbouzes, qui sont pour beaucoup d'ailleurs des Maghrébins, parfois même des Algériens, voilà, nostalgiques peut-être d'une collaboration avec la France, ou avoir hérité d'un sentiment de je ne sais quoi, de supériorité. Eh bien, excusez-moi, mais ces bronzés-là sont dans pas mal d'officines et Marc Andevel donne les noms et donne un petit peu les flux financiers et toutes les petites boules puantes qu'il tente d'envoyer en permanence sur l'Algérie et qui alimentent le débat, quel que soit le gouvernement. Ils sont tellement là pour organiser la tension et toujours envoyer des munitions pour essayer de déstabiliser l'Algérie. On dit même que pendant la décennie noire, certains d'entre eux étaient déjà installés. J'en dirai pas plus. Je vais prendre d'autres renseignements à l'occasion et j'en parlerai avec vous, chers amis. Voilà. Dans un autre domaine, il y a l'imam Chalgoumi, vous savez, le chat qui aboie comme un chien, Chalgoumi, qui a été invité par un autre chat, pas un chat poisson, mais un chat poison. Et Chalgoumi s'est cru autorisé. Ce type qui est protégé comme le pape, lui c'est pas dans une papa mobile qui se balade, mais dans une papa débile. Celui qui est à lui tout seul, Chalgoumi, c'est un crime contre l'humanité de la langue française. C'est un génocide de la langue française. Vous l'avez entendu parler. Quand il parlait des attentats, il pensait que Charlie Hebdo était un monsieur. Il pensait que c'était Charles qui était mort. Il pensait à la famille de Charles. Enfin, il a sorti des trucs dignes du plus grand des sketchs. Raymond DeVos ne peut rien contre ces jeux de mots à lui, sauf que lui ne fait pas exprès. Donc, la France, avec tous les malheurs qu'elle a reçus, faut qu'arrête Chalgoumi, c'est le pire des malheurs. Il a demandé quoi? Cet arriviste, ce imam du CRIF, comme on l'appelle, il a demandé la déchéance de
nationalité de Madame Rima Hassan. Bon, il se prend effectivement pour Dieu le Père, là où on l'a mis, en fait, on a mis un Schtroumpf, hein, voilà, on a mis un Fernandel venu du Maghreb qui est là et qui se croit important et qui nous sorte des horreurs inouïes. Ce type que même s'il parlait avec ses mains, il ferait des fautes d'orthographe, c'est vous dire. Donc il nous amuse bien, mais il ferait bien de se taire de temps en temps, ça nous ferait des vacances. Pour l'instant, il parle, il se croit effectivement habilité, autorisé, parce que bon, on lui a mis un bâton quelque part. Et on le dirige avec ce bâton. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il fait beaucoup de mal à la langue française. Récemment, j'ai appris qu'un taureau avait encorné un torero. Il lui avait éclaté le rectum, pardon de le dire comme ça. Il avait éclaté le rectum de ce taureau. Et j'ai l'impression que Charles Goumi, c'est comme ça avec la langue française. J'ai l'impression que ce type, si on l'espère, il va littéralement éclater le rectum de la langue française. Ça suffit comme ça. Voilà. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. N'oubliez pas de commenter, de partager.